je vais me mettre chez l'utilisateur. Comment j'y vais? Ok, bonjour de venir. Écoutez, débarrassez-vous de tous les préjugés que vous avez sur JavaFX. C'est une nouvelle génération et ça n'a rien à voir sur ce qu'on avait il y a 2 ou 3 ans. Donc je suis... Alors, comment ça se passe? Voilà, l'abstract. Donc c'est une nouvelle technologie cliente pour Java. C'est différent de Swing, de SWT, mais ça les complémente. Et puis, nous, on positionne JavaFX comme complémentaire de HTML5. D'accord. J'en parlerai aussi dans la présentation. Mais ce n'est pas des concurrents. JavaFX sur iOS ou Android, ce n'est pas que des slides. J'ai un iPad là où je montrerai des démos JavaFX, peut-être plus après, puisqu'on n'a pas de projecteur pour le montrer. Et puis, Eric et Jean-François vont vous montrer JavaFX Scene Builder. Donc, c'est un outil de développement de UI pour JavaFX. Donc, je m'appelle Nicolas Lorrain, je suis chef de produit pour les technologies clientes chez Oracle. J'habite en Californie depuis une quinzaine d'années. Jean-François Denise et Eric Le Ponner sont dans l'équipe de développement de JavaFX Scene Builder. Eux, ils sont basés à Grenoble. Et puis, les trois, on est des ex-Sun. Les slides obligatoires. Donc, nos objectifs pour JavaFX 2.0 quand on a commencé, c'était donc de rendre disponibles les fonctionnalités de JavaFX à tous les développeurs Java, donc avec des API Java et non pas avec un langage de script. L'autre chose, c'était d'avoir une architecture modulaire, parce que tout le monde sait que, bien qu'il reste encore pas mal de monde qui utilise les desktops dans leur bureau ou à la maison, tout le volume, ça se passe sur les tablettes, les smartphones. Donc il faut une architecture qui s'adapte à ça. Donc on le positionne aussi comme une solution de migration UI pour Java. Que ce soit Swing ou SWT, ce sont des toolkits graphiques qui datent d'il y a 10 ou 15 ans, qui ont vieilli, qui vieillissent pas très bien, comme toutes les, je dirais, comme tous les morceaux de code qui sont compliqués. Et donc, on peut faire de la migration sur du JavaFX. Pour nous, les outils de développement, c'est pas quelque chose auquel on pense après. Donc, on va être sérieux là-dessus. Et on veut faire une solution cross-platform, donc pas seulement sur le desktop Windows, Mac, Linux, mais également à travers les types d'équipements. Donc c'est une solution solide. On a une version 1.0 qui est sortie en décembre 2008. On avait certains problèmes avec, entre autres, la majorité des développeurs Java ne voulaient pas apprendre un nouveau langage de script, d'accord. Mais donc je dirais la fonctionnalité de fond était bonne. On a une version finale qui est sortie en octobre dernier,
une bêta pour macOS qui va sortir à la fin de ce mois, mais qui a été disponible en ce qu'on appelle Developer Preview depuis octobre. Et puis le Developer Preview pour Linux qui était disponible depuis janvier et qui sera donc JA, c'est General Availability ou la version finale, donc sera disponible cet été. Mais vous pouvez déjà le télécharger, tester, etc. Au niveau d'outils de développement, donc on a une version de NetBeans qu'il a supporté en janvier, ce mois de janvier. Il y avait déjà une version bêta qu'il supportait déjà depuis octobre. Donc on a le Scene Builder qui vient de sortir en bêta, et il y a une version 7.2 de NetBeans qui sort. Et puis il y a, je dirais, la communauté développeur, par exemple, qui a déjà développé des plugins pour Eclipse. On a été approché par IntelliJ. Donc, je veux dire, le message est consistant. Vous pouvez utiliser vos outils de développement que vous préférez. Donc nous, comme on est les contributeurs majeurs sur NetBeans et qu'on fait JavaFX et Scene Builder, c'est un peu naturel qu'on fasse une optimisation dès la sortie pour NetBeans. Nos buts, qui étaient annoncés en octobre à Java One, c'était donc qu'on commence à mettre le code en open source. Donc ça, on a commencé à le faire. On a démarré avec les composants UI. La convergence avec Java SE. Donc, pourquoi télécharger le JDK et puis ensuite télécharger le JavaFX SDK ou même au niveau runtime faire la même chose. Donc, déjà, si vous téléchargez le JDK 7, vous allez installer le JavaFX SDK. Et donc, c'est pareil pour le GRI. Donc, on voulait le faire au plus tard pour quand JDK 8 serait sorti, mais en fait, on a fait pas mal de progrès. Et donc, ça sera certainement fini, cette opération, d'ici cet été. Et ensuite, donc, on a fait une décision stratégique d'utiliser JavaFX comme la couche de présentation standard pour Java, que ce soit sur le desktop, les systèmes embarqués ou le mobile. D'accord? Donc, ce sera une couche consistante. Au niveau de standardisation, donc la standardisation est importante pour Oracle, c'est important pour de nombreuses autres organisations, je veux dire, qui veulent faire des implémentations de leur côté, qui vont être certifiées à travers un outil de certification. Et donc, on a l'intention de soumettre ce qu'on appelle des GSR, Java Submission Request, à travers le Java Community Process, donc d'ici octobre 2012. Donc, API Java. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser vos outils de développement préférés, que ce soit Eclipse, que ce soit JDeveloper, que ce soit
IntelliJ, NetBeans. Vous pouvez tirer parti ou avantage du langage Java, que ce soit les generics, les annotations, le multithreading. Et puis vous pouvez utiliser, si vous aimez ça, des langages alternatifs qui s'exécutent sur le JVM, donc que ce soit Groovy, Scala, Ruby, etc. Vous pouvez le faire. Une des choses qu'on a introduit dans JavaFX 2, c'est FXML. Donc c'est un langage markup qui est basé sur XML pour définir les UI de manière séparée de la logique Java. Alors vous pouvez toujours coder vos UI manuellement, mais si vous voulez faire une distinction plus clean, donc vous pouvez le faire avec du FXML. Alors en concept, je dirais, c'est semblable à ce que fait Microsoft avec XAML, ou Adobe fait quelque chose semblable. Donc c'est optionnel, mais il y a beaucoup d'avantages parce que vous pouvez avoir des UI avec la même application logique, un fichier FXML pour le desktop, un autre pour les tablettes, un autre pour les smartphones. Donc ça vous permet de réutiliser votre code Java de manière optimisée. Et puis, avec FXML, vous pouvez intégrer des langages script comme JavaScript, Groovy, etc. Ça permet d'utiliser aussi du CSS. Au niveau graphique, ce qu'on a fait, c'est on a fait une architecture où on peut tirer, on a un accès optimisé à l'accélération hardware, donc sur les cartes graphiques. Donc ça s'appelle Prism. Ça utilise pas du tout AWT ou Swing, et donc ça nous permet d'avoir des démarrages d'applications beaucoup plus rapides, parce que un des problèmes donc AWT et Swing, c'est, comme ça a été développé sur des années, il faut initialiser toutes les classes avant que l'application démarre. On a un nouveau Windowing Toolkit pour accompagner Prism. Et puis, donc, on a cet accès aux cartes graphiques, donc comme je le disais, qui est basé sur OpenGL. OpenGL sur le desktop. Sur les systèmes embarqués, les mobiles, c'est OpenGL ES 2.0. Sur Windows, on utilise Direct3D. Simplement parce que les drivers de cartes graphiques pour OpenGL sont de très mauvaise qualité sur Windows. Sinon, on aurait utilisé aussi OpenGL. Sur Mac, sur Linux, on utilise OpenGL. Et puis, donc, s'il n'y a pas d'accélération graphique, JavaFX va détecter automatiquement ça et va basculer sur du Java 2D. Et donc c'est transparent pour l'utilisateur. Au niveau multimédia, donc multimédia, c'est pas quelque chose d'optionnel comme ce l'était avant pour Java SE. Vous aviez Java Media Framework quelque part.
Donc là, on a quelque chose en standard. Donc au niveau du vidéo, ça supporte VP6, qui est le format que Adobe a utilisé de manière principale sur Flash. H.264 ou MPEG-4 si vous préférez, donc c'est ce que vous avez sur tous les mobiles. Que ça se passe aussi, Microsoft, Apple, Google, Google ils essayent de faire quelque chose d'autre. Et puis AAC, donc si vous avez un iPod, donc vous pouvez faire du lossless, de la compression lossless avec AAC. On supporte l'affichage plein écran, latence audio optimisée. L'autre chose qu'on a en standard dans JavaFX, c'est une implémentation de WebKit. Donc WebKit, c'est l'engin de navigateur Internet qui est à la base de Google Chrome, de Safari Mobile sur iOS, également sur Android. Et donc ça vous permet de faire l'interprétation de JavaScript et d'HTML à l'intérieur d'une application Java. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une communication bidirectionnelle, donc entre JavaScript et Java, donc dans ce même runtime. Donc vous pouvez faire des choses qui sont un peu de la bidouille au niveau HTML5 et JavaScript, qui peuvent se faire de manière plus sérieuse au niveau de Java, et puis refaire passer les résultats donc dans le WebView. L'autre avantage, c'est que donc c'est une implémentation consistante, quelle que soit votre plateforme d'exécution, que ce soit sur Mac, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Linux, que ce soit sur mobile. Dans le futur, vous n'aurez pas à faire des tests différents sur Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc., qui sont une des choses les plus pénibles à faire au niveau de HTML5. Swing, SWT, donc comme je l'ai dit, c'est des toolkits graphiques qui vieillissent. Vous pouvez faire une migration graduelle de Swing et SWT vers JavaFX. Donc vous pouvez intégrer du code JavaFX dans vos applications Swing et SWT si vous voulez faire ça. Donc par exemple vous pouvez mettre ce WebKit dans votre application Swing ou tirer parti d'autres choses. Et ce qu'on voit beaucoup donc dans les sociétés qui ont beaucoup d'applications Swing, c'est ils vont faire un petit projet JavaFX, le mettre dans une application Swing, où ils vont faire un module supplémentaire, donc où ils vont pouvoir essayer JavaFX, et ensuite ils se mettent directement à faire des applications complètes en JavaFX. Au niveau des composants UI, je dirais on a une trentaine ou quarantaine, j'en perds un petit peu le compte en ce moment parce qu'on en rajoute de manière régulière.
ces contrôles de base qui sont extensibles. Une des grosses différences avec Swing ou SWT, c'est que vous pouvez utiliser les fonctions CSS pour changer le look and feel de vos contrôles, de vos composants. Et donc, on a des questions, comment vous faites pour passer vos composants de desktop à mobile, etc. Bon, c'est aussi simple que d'avoir un style sheet CSS différent pour ces différents environnements. On a une communauté active de contributeurs open source, donc ça s'appelle OpenJFX. Je vous encourage à vous abonner à la liste de discussion email. Je veux dire, il n'y a pas de vache sacrée au niveau du UI de Java pour le client, pour le déploiement, etc. Ça discute chaud. Et puis on a aussi des gens qui font des projets indépendants. La plupart, c'est pratiquement tous des projets open source. Donc EFX Clips, c'est des plugins pour Eclipse, pour OSGI. DataFX, c'est pour avoir des accès optimisés aux sources de données remote. Donc avec JavaFX, on peut utiliser les web services comme avec Java. Mais c'est mieux, par exemple, quand on veut afficher des données dans une table et puis qu'on est connecté à une base de données avec des centaines de milliers de records, de télécharger que ce qu'on veut afficher, donc en temps réel. Des frameworks de développement d'applications, il y en a un certain nombre. Donc c'est pareil, vous pouvez choisir ce qui vous plaît le plus. Et puis donc il y a un gros effort au niveau des UI control avec GFX-RAS. Alors, ce qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est la sortie de la bêta de JavaFX Scene Builder. Il y a vous avez un lien web là, et Jean-François et Eric vont vous donner une présentation. Au niveau des points clés, c'est un outil de développement visuel pour les interfaces utilisateurs. C'est également un éditeur visuel pour FXML. Donc si vous voulez, vous faites du drag and drop de vos composants, vous changez les propriétés, etc. Vous utilisez du CSS et puis donc ça génère un fichier FXML qu'ensuite on peut associer avec un projet Java. Donc on a fait une intégration un petit peu plus précise avec NetBeans, mais comme c'est un outil standalone, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel IDE Java. C'est également un produit qui a été développé complètement en JavaFX. Donc c'est un bon exemple d'application complexe que vous pouvez voir en JavaFX. Donc j'ai mentionné que ça supporte du CSS. On a un mode de preview pour voir
de manière plus réaliste à quoi le UI va ressembler. Et c'est disponible sur Windows et macOS. Alors, rapidement, donc, au niveau du roadmap, comme j'ai dit, on a fait nos premiers releases de JavaFX 2, c'était en octobre, principalement sur Windows. Là, à la fin d'avril, on va avoir JavaFX 2.1, avec toujours une version finale sur Windows, une version finale sur macOS, et au niveau macOS, en fait, vous allez installer le JDK 7 pour macOS qui vient d'Oracle. Ça vient plus d'Apple. Apple, ils ont décidé de ne plus développer d'implémentation Java après la version 6. D'accord? Donc, Java SE 7, c'est Oracle qui le donne. Il y aura donc JavaFX dedans. Et puis, cet été, on a une version 2.2 où on aura aussi la version finale pour Linux. Et quelque chose de très important pour notre équipe également, une version finale de JavaFX InBuilder. Et puis ensuite, l'année prochaine, donc c'est là où JavaFX de manière officielle sera complètement intégré dans JDK. Donc il sera disponible sur desktop, sur Java Embedded, donc les systèmes embarqués, par exemple sur des cartes ARM. Et puis il y aura une version de NetBeans qui supportera ça. Alors donc je dirais ce qui est JavaFX 3 et JDK 8, c'est donc on donne ça à manière d'indicatif, de direction. C'est toujours possible qu'on se décide à le faire plus vite ou dans l'autre sens. Pour en savoir plus, alors je ne sais pas si les ordinateurs de Vox vont rendre disponibles les slides, mais donc si vous avez un seul lien dont vous devez vous rappeler, c'est celui-là, et donc ça vous donnera accès à tout. Alors, je vais vous montrer donc une application JavaFX. Donc ça c'est une application desktop, mais elle peut être packagée en WebStart ou en applet. Et donc c'est une application qui donc fictive pour une société qui vend des voitures. Donc on voit les ventes en temps réel avec des animations. Donc les points colorés, c'est des différents types de véhicules. Une table en dessus qui est mise à jour en temps réel. Et ça, c'est une application end-to-end. Donc ça utilise du MySQL. Glassfish, donc dans le back-end, JavaDB, JavaFX sur le client. Tout le UI là que vous voyez, c'est fait
fait en CSS. Vous pouvez inclure soit des UI controls qui sont standards dans JavaFX, ou vous pouvez faire quelque chose qui est complètement personnalisé. Si vous travaillez avec un designer, ou si vous savez vous utilisez Photoshop, Illustrator, donc vous allez pouvoir faire des résultats comme ça. JavaFX, c'est pas magique. Hein. Si vous n'avez pas si vous n'êtes pas bon pour faire des trucs graphiques, hein, ça va pas résoudre le problème. Hein. Mais c'est très facile de faire une collaboration entre designers et autres. Donc là, c'est une table. Donc comme nous, on a fait ça comme une application pour une compagnie comme Ford. Donc il y a des dizaines de milliers de records. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est les trucs normaux. Vous pouvez faire du sort, vous pouvez choisir alors avec une résolution, voilà. Donc vous pouvez changer toutes vos colonnes, etc. C'est pas mal fait. Et puis là, par exemple, ce qu'on appelle un heatmap, c'est de voir de manière visuelle les changements entre dates, entre catégories. Puis là, par exemple, je vais aller voir ce qui se passe de plus près sur la région du Texas. Et donc, on peut faire quelque chose de très raffiné. Donc, je dirais, ça ne remplace pas HTML5. HTML5, ça a certainement sa place. C'est super pour un très grand nombre d'applications. Mais si vous voulez faire des applications qu'on appelle des applications haute fidélité, où les graphiques au pixel près sont très importants, etc. Je veux dire, une plateforme riche comme JavaFX est une très bonne alternative. Et puis, vous pouvez donc faire de l'affichage de JavaScript et HTML à l'intérieur d'une application JavaFX. Alors, juste très rapidement, donc je ne sais pas, ceux qui sont dans les premières lignes peuvent le voir. Donc ça, c'est un proof of concept. Hein. C'est Java SE 7 avec Hotspot et JavaFX qui tire parti de l'accéléromètre. Donc ça tourne sur iOS. Hein. Et donc en changeant le CSS, vous pourriez le faire tourner sur un iPhone également. Et donc nous on a montré ça également en train de tourner sur une tablette Android. Donc au niveau technique, c'est pas un problème. Voilà, donc on va passer à la démo Scene Builder. Merci Nicolas. Donc au départ on avait prévu de faire la démo sur ce laptop, mais pour des histoires de résolution, on va faire un échange assez chaud de laptop, voilà. Alors, l'approche qu'on a choisie pour vous présenter Scene Builder, c'est de développer une petite application. Alors là, j'ai pas le temps de développer Endless Sales, donc je vais focaliser sur un cas d'utilisation très simple, mais qui est représentatif des activités que vous auriez à... Il faudrait peut-être changer l'écran, s'il vous plaît.
Ah, c'est à nous de le faire, pardon. Les activités typiques d'un développement en utilisant le Scene Builder. Donc, Scene Builder a une interface assez classique. Donc, sur la gauche, il y a une palette où on retrouve les composants JavaFX, donc des containers et des contrôles. Alors, le cas d'utilisation que j'ai choisi, c'est faire un petit additionneur de 2 chiffres. Donc, on devrait tous bien suivre. Donc, je prends un petit bouton. Ensuite, je vais prendre des labels pour identifier mes 2 chiffres. Donc vous voyez, pour l'instant, je ne me soucie pas vraiment du positionnement de mes éléments. Je pourrais déjà commencer à avoir quelque chose de propre, mais je vais reposer sur des fonctions automatiques qu'offre le Scene Builder pour aligner tout ça. Peut-être un dernier label, en fait, qui contiendra mon résultat. Voilà. Donc je vais rajouter un peu de sens à ces labels. Alors la première, ça va être, eh bien, j'ai la souris qui glisse. Je vais passer sur le trackpad. Ouais, pas super, c'est un peu. Hop, voilà. Oups, un petit bouton est venu. Donc la seconde, ça va être mon 2e chiffre. Je vais sélectionner ces 2 text fields là, supprimer leur contenu qui est inutile dans mon cas, et repositionner et saisir le prompt texte. Donc voilà, demandant à l'utilisateur de saisir un texte. Le bouton, eh bien, l'opération d'addition, et mon résultat qui sera mis à jour donc par ma logique applicative. Voilà. Je réalise que je suis en train de vous montrer le Scene Builder en français. Il est localisé en français, mais il y a une version en anglais qui est la version par défaut. Donc je sélectionne le contenu et je vais utiliser... alors, j'ai pas l'habitude de l'utiliser en français. Je l'utilise personnellement arrangé, encapsulé dans un... Voilà. Donc je recherchais cette fonction qui est wrap-in dans l'outil en anglais, qui va me permettre d'encapsuler ce contenu dans un container JavaFX. Alors ici, je vais l'encapsuler dans le grid pane, qui a la particularité d'organiser le contenu en ligne et en colonne. Donc, bon, c'est déjà un peu plus correct. Donc je trouve que cette label est un peu proche du bouton. Je vais passer dans l'onglet agencement en français ou layout en anglais. Et non, c'est pas celui-ci, c'est l'horizontal alignment. Je vais le centrer. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, peut-être retailler un petit peu la fenêtre. Et je peux déjà, comme le disait Nicolas, afficher le preview pour voir comment le focus se distribue et voir comment mes composants réagissent au clic-souris sans aucune logique. Donc, ok, le layout n'est pas totalement terminé. On peut considérer qu'il est un petit peu austère. Je ne vais pas le révolutionner là, mais je vais utiliser CSS. Donc j'ajoute un fichier CSS, ça n'a pour l'instant aucun effet. Puis je vais ajouter un style class qui a été découvert dans le fichier ajouté. Je l'ajoute sur mon root container, donc le container parent, et hop, automatiquement, vous avez vu, on voit la police changer, le background se modifier en direct, et j'ai un deuxième style class, qui est le style class result, qui lui a pour effet de modifier l'épaisseur de la police. Là, on est en bold. Bon, j'ai fini mon layout. Jusqu'à présent, je pense que le flow, j'espère, est simple. Donc, je vais sauver mon design. Alors, je vais le sauver dans mon espace de projet NetBeans. Si vous utilisez Eclipse, vous allez sauver votre FXML dans votre espace de source. Donc, voilà le fichier header. Je ferme le Scene Builder et là, je passe à... Je prends mon autre casquette. Ah, il est là. Qui est la casquette NetBeans, donc plutôt casquette développeur. Je vais vous montrer tout de suite, sans passer par Scene Builder, en faisant bouton droit. Je
Je vais vous montrer le contenu du document que nous avons généré. Alors un fXML, donc comme le disait Nicolas, c'est l'XML. Vous commencez par déclarer vos importations et ensuite on va trouver la structure de notre portion de scene graph. Donc notre root element, l'anchor pane, qui est un ensemble de children, le fameux grid pane que j'ai utilisé pour encapsuler mes éléments graphiques, puis les boutons, labels, text field, etc. Donc l'intérêt aussi, je trouve, des fXML, en plus de l'approche MVC qu'il va un peu vous pousser à utiliser, c'est qu'il est très lisible et directement éditable à la main, quoi. Donc vous pouvez utiliser SceneBuilder pour l'éditer, mais vous pouvez bien sûr l'éditer à la main. Deuxième aspect, c'est la main class. Donc en JavaFX, il y a un petit changement par rapport au développement, je dirais, d'une application Java sans JavaFX. C'est qu'on a essayé de résoudre les problèmes d'entry point, d'un côté applet avec init, et de l'autre côté desktop application avec string crochet la méthode main. Donc ici, toutes les applications extends, tous vos classes entry point extends application, et dans le main, vous redirigez sur la méthode start. Donc le nouveau point d'entrée, c'est la méthode start, dans laquelle on injecte une stage. Cette stage, si vous voulez, c'est la nouvelle fenêtre. Une stage extend Windows au niveau API. Première ligne de code, je load cet fXML. Après la lecture de ce fichier, la représentation textuelle n'est plus du tout utilisée. On a là un graphe d'instance. Il va s'opérer une étape très importante pendant cette phase de load, c'est qu'il va y avoir une phase d'injection. Je vais déclarer, vous verrez tout à l'heure dans le SceneBuilder, je vais déclarer une classe de contrôle qui va être reconnue par le fXML loader, qui va être instanciée et qui va être utilisée pour bridger avec ma logique applicative. On va le faire ensemble. Donc là, je génère une application. Alors, je vais faire new file, Java class. Je vais l'appeler adder controller. Donc une classe de contrôle fXML, c'est une classe tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est que je vais annoter des champs avec une nouvelle annotation qui est la notation @fxml. Ça va me permettre de marquer des champs qui vont être candidats à l'injection. Donc pour mon addition, j'ai besoin de 2 champs en entrée, mais de text field. Donc on va appeler first. Peut-être. Je ne connais pas les raccourcis sur cette machine. Voilà. Et pareil pour mon deuxième text field. J'injecte aussi mon résultat. C'est l'élément graphique que je vais mettre à jour. Et finalement, je vais aller écrire l'event handler. Donc là, on a beaucoup moins de code à écrire, c'est-à-dire que je vais annoter une méthode. Et le simple fait de l'annoter, j'ai un petit problème avec ce. Voilà. Le simple fait de la noter fait qu'elle sera reconnue par les fXML loader et qu'elle va pouvoir être utilisée comme étant un event handler sur mon clic. Alors ici, logique applicative un peu. Allez. Allez. Alors, hop. Donc. Quoi? Eh bien, mon first. Point. Alors, là, pour avoir l'intégration avec le SceneBuilder, on est obligé d'utiliser la dernière version de NetBeans, qui n'est pas une version encore produit, qui est une version development. Donc là, bon, j'ai une petite stack, je m'y attendais, hein, je la connais. Donc vous pouvez downloader à partir de netbeans.org la version dev nécessaire pour avoir quoi? Je vais vous montrer la possibilité de rappeler le SceneBuilder depuis NetBeans. Et enfin, le résultat. Oups.
2, eh bien, ok, voilà, bon, on a fini. Donc, je vais retourner dans le Scene Builder pour faire l'opération symétrique. C'est-à-dire que je vais aller marquer les éléments graphiques que je veux voir arriver dans ma classe de contrôle. Alors, comment je fais ça? Eh bien, en utilisant les mêmes noms que les champs que j'ai annotés. Alors, je sélectionne le premier text field et vous voyez qu'on a une propriété ici, fxid. Elle doit contenir le nom du champ qui est la target de l'injection. Donc voilà pour first. Et là, second. Enfin, result. Si je veux savoir quels sont les éléments injectés, je peux changer la vue ici et théoriquement, tiens, il ne m'a pas présenté. Bon, bug sur cette version. Théoriquement, ici, je devrais voir apparaître l'ensemble des chaînes, l'ensemble des éléments graphiques sur cette vue qui ont un fxid, donc qui sont candidats à l'injection. Et finalement, sur le bouton, je vais rajouter un event handler sur un action. Alors, petite particularité, comme Nicolas vous l'a dit, on peut avoir du JavaScript qui s'exécute dans l'fxml. Si vous voulez identifier une méthode sur la classe de contrôle, vous devez la préfixer par dièse. Alors, sur la version qui est en cours du Scene Builder, on est en train d'améliorer tout ça. Vous aurez beaucoup moins de choses à taper. On va aller scanner les points Java pour vous présenter les différents ID et les différents action events à CT plutôt que de les taper. J'ai fini. Alors maintenant, on va croiser les doigts. Je suis surpris, il ne m'a pas demandé de sauver. Je n'avais pas sauvé. Ça me surprend un petit peu. Je vais quand même... Ah, il a tout enregistré ? Ah bah oui, d'accord. Il me les a pas, j'ai compris. Oui, parce que là j'utilise la version de dev, c'est pas la version publique. Et on a un petit problème, il faut que je tape, il faut que je valide les champs. Ah, celui-ci, on n'y avait pas pensé. Second. Et du coup, voilà, first, second, je ne l'ai pas validé. Result. Ici, est-ce qu'il me l'a pris? Non, il faut aussi le valider. Yes, add. Voilà. Donc je pense que si cette fois-ci je lui montre le fxid, voilà, il les a vus. Donc hop, allez, on enregistre, on ferme. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas eu de... Hop. On va tourner l'application et théoriquement, on devrait être capable de faire une petite addition. Oups. Ah, le chaînon manquant. Le chaînon manquant, je n'ai pas déclaré dans mon fxml quelle était cette classe de contrôle. Donc j'ai marqué mes champs, mais je ne lui ai pas dit quelle était la classe. Donc, je vais la valider. Voilà. Donc vous devez lui positionner la classe à charger au moment du load. Ok, alors 1 plus 2 égale 3. Voilà. Merci à Eric. Bon, alors il reste 7 minutes, donc ça va être bref. Je vais reprendre Scene Builder et puis faire un petit tour de l'outil en faisant quelques commentaires, s'il veut bien apparaître. Scene Builder, où es-tu? Ah ben le voilà. Donc, quand on crée un nouveau document, on obtient cette fenêtre-là, comme vous l'a montré Jean-François. En gros, un document Scene Builder, c'est une seule fenêtre. Il n'y a pas d'autres fenêtres, il n'y a pas de dialogue intermédiaire. Et c'est une architecture assez classique, en fait. On a une grande zone de travail centrale avec le rectangle blanc qui représente, comme vous l'avez compris, l'objet racine. On a des panneaux latéraux qu'on peut masquer pour augmenter la zone de travail.
Alors, bon, vous l'avez vu, le panneau en gauche, c'est la librairie. Il contient tous les objets JavaFX visuels. À quelques exceptions dans la version bêta, on n'a pas encore tout fait, il nous en manque 2-3, mais il y en a 60, donc on est bientôt près de la fin. En bas, vous avez la hiérarchie. La hiérarchie, en fait, c'est pour ceux qui ont déjà un peu regardé JavaFX, c'est le scene graph qui est mis sous forme hiérarchique. Dans certains cas, c'est plus facile de faire certaines opérations interactivement que d'aller jouer dans la vue 2D, en fait. Notamment pour régler l'ordre en Z des objets, des choses comme ça. Et à droite, c'est ce qu'on appelle l'inspecteur. Donc là, on affiche les propriétés des objets sélectionnés. Donc là, par exemple, si je prends un bouton, que je le pose au milieu, là, j'ai un certain nombre de propriétés qui s'affichent. Et comme l'a fait Jean-François, on peut mettre... oui. On peut mettre par exemple Devox, tiens, pour faire du buzz. Et puis, de cette façon-là, j'ai changé la propriété de l'objet JavaFX button. Alors, il y a une chose, c'est que toutes les propriétés qu'on voit à droite, là, elles correspondent à des propriétés des classes JavaFX. Donc typiquement, un bouton JavaFX, ça contient une propriété fond. Donc quand je clique sur la fonte, je vois ce petite fenêtre qui me permet de régler la famille de la fonte, par exemple, son style, sa taille. Bref, vous voyez le sujet. À vrai dire, il y a pas mal de comment dire de propriétés graphiques dans JavaFX qui permettent de contrôler le rendu. Par exemple, si dans mon bouton je mets un texte très long, et que je retaille ce bouton, je lui serre un peu son espace, on voit apparaître des ellipses à la fin. Je peux les mettre au centre, je peux les mettre au début si je veux en fait. Et je peux même d'ailleurs retailler le bouton, et puis demander au texte d'être wrappé. Donc il y a une richesse de configuration graphique qui est assez importante. Bon, alors ça c'est une façon de faire pour contrôler le rendu. Mais l'autre méthode que propose JavaFX, finalement, c'est d'utiliser les CSS, comme vous l'ont déjà dit Jean-François et Nicolas. Donc, typiquement, je peux, sur le bouton qui est sélectionné, je vais en prendre un autre pour faire joli, typiquement, je peux taper dans la propriété style, -fx, background red, par exemple. Et ça marche pas parce que j'ai dû me planter quelque part, mais hop, ah non, oui, très juste. On a un petit souci avec cette version-là. Je pense qu'il faut faire, bon, ça marche pas. Bon, ça devrait normalement, mais on va dire que c'est l'effet des mots. Oui, bon, d'accord. Red. Wow. Donc, bon, supposez que le bouton est rouge, ça va vous aider à suivre le sujet. Et une chose, c'est que les CSS de JavaFX, en fait, les sélecteurs CSS sont tous préfixés par -fx. Ça leur permet de cohabiter avec les CSS de JavaFX, du web, en fait, sans qu'il y ait de collision de nom. Ça, c'est une façon de faire, mais il y a une autre façon de faire qui est plus traditionnelle dans les CSS, c'est ce qu'a fait assez rapidement Jean-François, c'est de dire, finalement, je vais associer à mon objet racine un fichier qui contient mes CSS. Donc typiquement, je vais aller chercher dans mon... ici, par exemple, j'ai un fichier de CSS à moi. Et là, comme ça, comme j'ai associé le fichier de CSS à la racine de mon design, je peux utiliser toutes les classes qu'il définit dans tous les objets de mon design. Donc typiquement, si je duplique mon bouton, là, je peux les décorer un peu différemment. En prenant ce bouton-là, si je vais voir dans la liste des classes, en pressant sur le plus, je vais avoir la liste des classes CSS qui ont été extraites du fichier basique en CSS. Donc je vais pouvoir décorer mon bouton avec ces classes. Puis comme toutes les CSS, je peux même les combiner en fait et avoir un bouton qui est non pas greenish mais plutôt randish,
qui est à la fois rond et rouge. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée du flow, en fait. C'est évident que vous pouvez aussi regarder ça par vous-même. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer un peu l'inspecteur. Comme il reste qu'une minute, pour vous montrer quelques autres commandes de l'outil, je vais juste reconstruire rapidement une petite UI. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis un split pan, quelque chose qui divise l'espace en deux. Il y a une opération qu'on fait très souvent, c'est l'élargir pour qu'il tienne toute la place. Donc on a une commande pour ça. Je l'ai ajusté à la taille de son parent. Et je vais lui mettre une autre split pan, comme ça. Pareil, je vais l'ajuster à sa taille de son parent. Si je preview, on voit déjà que bon, bah, les deux split pan, ils suivent la fenêtre. Hein. Je vais lui ajouter aussi il y a un objet table view, dans JavaFX. Voilà, je vais le mettre à gauche. Non, c'était pas là que je voulais le mettre, en fait, je voulais le mettre là. Et je vais le mettre là. Bon, alors il est vide pour l'instant. Je vais mettre un tree-view là. Et 0 minutes, donc il faut que j'aille vite. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer là, c'est qu'il y a un certain nombre d'effets visuels qui vous aident à trouver là où vous mettez les objets, les rectangles orange, là c'est pour vous aider à situer. Notez que vous le voyez aussi dans la hiérarchie. Donc on a essayé de faire quelque chose qui vous permette de bâtir le design assez vite. Une dernière chose, quand on visualise ça, le tree view et le table view, ils sont blancs parce que les data, en fait, les données, en fait, il faut les mettre programmatiquement. Alors, c'est vrai que, bon, il y aura que les données réellement applications qui seront utiles vraiment pour valider le design, mais on a ajouté une petite option où on ajoute des données d'exemple, comme ça permet de remplir les objets vides. Et on a mis l'orem ipsum parce que finalement, c'est assez traditionnel. Et donc, vous voyez, là, vous avez un arbre où il y a des données qui sont pas représentatives, mais qui permettent de voir un peu comment l'UI se comporte. Alors, il y a plein d'autres choses. Cet outil, il est disponible gratuitement. Il est en bêta, vous pouvez le télécharger. Ceux qu'on a poussés sur le web, ils sont moins buggés que celui-là, donc téléchargez-le, essayez-le. Puis donnez-nous votre feedback, parce qu'on a passé du temps à essayer de faire une UI ergonomique. Voilà, ce sera tout. Voilà, et donc on a un stand là-haut, vous pouvez venir pour nous demander des questions spécifiques, on peut vous montrer aussi les démos sur iPad.